Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos séances, nos stages, nos transmissions et nos partages. Il y a des êtres qui avancent dans le monde comme on traverse un rêve, avec douceur, profondeur et cette intime conviction que chaque pas a du sens, même sans tout comprendre. Yann Lou Renard est de cela. Enfant de la terre, artiste de l'âme, il a d'abord cherché ses mots dans la musique avant de se consacrer à l'accompagnement humain pendant 10 ans, jusqu'au jour où le chemin de Compostelle l'a appelé. 1700 km de marche, de silence, de dépouillement, une traversée intérieure où il a laissé mourir l'ancien pour renaître à l'essentiel. De cette transformation est né son espace, le temps d'un rêve, dans le Lot. Formé à l'hypnose thérapeutique, chamanique et à de multiples outils d'accompagnement, il a créé une pratique à son image, libre, sensible et profonde. Aujourd'hui, à travers sa chaîne YouTube Propageons l'amour, il partage des voyages guidés qui touchent des milliers d'âmes en quête d'elles-mêmes. À travers notre rencontre, nos partages, nous nous sommes reconnus, une essence de cœur de celle qui nous parle si fort. Alors, installez-vous confortablement et partons ensemble sur le chemin de Compostelle, le chemin des étoiles. C'est parti. Bienvenue à toi, Yann Lou. Eh bien, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, pour cette toute nouvelle rencontre. On est très heureuse aujourd'hui de t'accueillir, Yann Lou, avec nous pour ce moment de partage. Ça nous fait vraiment très plaisir. Insufflons l'amour, propageons l'amour. On est en plein dans ce cœur amour. Merci beaucoup d'être là. C'est tout à fait ça. Merci à vous. Bonjour les hameçons et bonjour aux personnes qui nous regardent. Et c'est un vrai plaisir partagé. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là aujourd'hui avec vous. Et c'est pas une première que c'est pas la première fois que je montre ma bouille sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais euh, comme vous le savez, sur ma chaîne Propageons l'amour, en tout cas, je ne l'ai pas encore fait. Et donc là, c'est peut-être une introduction à quelque chose de nouveau aussi pour moi. Alors, on est ravis de pouvoir nous t'accueillir et voir ta bouille et montrer aussi nos bouilles aux personnes qui nous regardent. Et aujourd'hui, on avait envie de parler avec toi d'un sujet qui nous passionne, que nous, on trouve hyper important et qu'on peut voir sous plein d'angles. Quand on s'est rencontrés, on avait parlé ensemble du chemin, du passage et particulièrement aussi d'une expérience finalement un peu commune qui est le chemin de Compostelle que tu as traversé, que tu as expérimenté aussi. Donc voilà, on va partir sur ce sujet du chemin, du passage. Et pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quand on avait échangé ensemble, tu avais dit que finalement, toi, tu étais un peu mort ou complètement mort peut-être, sur le chemin, justement, sur le chemin de Compostelle, et que ça avait été une manière de te faire renaître. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est tout à fait ça. C'est complètement mort Ouais. pour mieux renaître. Le chemin pour moi, ça a été vraiment une renaissance. Je ne sais pas comment on va commencer cette interview parce que il y a tellement de choses à dire. Alors peut-être que je vais commencer par vous donner deux, trois mots sur mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené sur le chemin de Compostelle en tout cas? En quelques mots, enfance un peu introvertie, adolescence un peu plus rebelle. Après, au début de l'âge adulte, j'ai commencé les métiers d'accompagnement. J'ai travaillé en tant qu'éducateur avec des personnes handicapées. Et puis après, donc j'ai fait une carrière de 10 ans. Et puis après, je me suis lancé dans le spectacle pour enfants, où j'étais magicien ventriloque. Ma vie d'avant me plaisait beaucoup. Hein, je prenais mon pied à distribuer des étoiles dans les yeux des enfants. Mais il y avait un petit truc, je sais pas, il y avait quelque chose. Je sais pas expliquer. Il y avait peut-être qu'il me manquait un truc ou peut-être que j'arrivais au bout de certaines choses. Et puis à un moment donné, j'ai eu cet appel, je ne sais pas d'où il est venu, cet appel de partir sur le chemin de Compostelle. Alors j'avais déjà entendu parler de ce chemin. Je savais qu'il y avait un chemin avec des gens qui marchaient sur ce chemin, qui allaient vers Compostelle. Je ne savais même pas où était Compostelle. Je ne savais même pas que c'était en Espagne. Mais j'avais cet appel profond. Il faut que tu partes sur le chemin de Compostelle. Bon, ça a pris du temps.
le moment où la graine s'est plantée dans mon âme, dans mon esprit, ça a pris du temps. Parce que les événements de la vie ont fait que, voilà, je suis pas parti tout de suite. Et puis, bon, je vous passe tous les détails, mais à un moment donné, il y a eu cette fameuse pandémie, voilà. Et là, en tant que magicien ventriloque, à l'époque, en tant qu'artiste, en Belgique, on n'a pas de statut d'intermittent de spectacle, donc tous mes contrats ont été annulés et je me suis retrouvé sans rien du tout. Aucune aide, euh, aucune aide sociale pour aider les gens qui étaient dans mon cas. Et je me suis dit, bon, ben, ok, là, c'est le moment de partir sur le chemin de Compostelle. Sauf que ben, je me retrouve sans argent, puisque le peu d'argent que j'avais m'a aidé à vivre, à payer mon loyer, mes factures pendant les premiers confinements. Et une fois que les confinements ont été annulés, euh, je me souviens que les frontières aussi étaient fermées à l'époque. Mm. Et les frontières réouvraient le 15 juin 2020. Et donc, je sentais la frontière arriver. Je me dis, la frontière. Je sentais la liberté se rapprocher et je me suis dit, OK, là, c'est le moment de partir sur le chemin. J'ai le temps puisque j'ai plus de contrat. Sauf que, ben, comment je vais faire? J'ai pas d'argent. Alors au début, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais partir sans argent. Puis après, quand même, OK, partir sans argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller frapper aux portes, peut-être, pour demander l'hospitalité en pleine période Covid. C'est pas ouf. Et puis m'est venue une idée, encore une fois, je ne sais d'où. J'aime croire que c'est le chemin qui me l'a envoyé. Cette idée de j'emmène vos rêves au bout du monde. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Et, euh, et je me suis dit à l'époque, ah ben tiens, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des cagnottes en ligne sur Internet pour des projets. Pourquoi ne pas réaliser une cagnotte en ligne et en échange des dons des gens, moi j'emmène leurs rêves, leurs souhaits, leurs prières jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, voire plus loin encore, jusqu'à Fisterra, donc qui est, on pensait à l'époque que c'était la fin de la Terre, hein, mais côté espagnol. C'est le point le plus à l'ouest de l'Europe. Enfin, c'est ce qu'on pensait jusqu'à découvrir il n'y a pas longtemps qu'il y a un petit point en Portugal qui le dépasse. Mais bon, voilà. Bref, j'emmène vos rêves au bout du monde. Et j'en parle à une amie. Et il me dit, vas-y, c'est génial ton projet, vas-y, fonce. Je dis, t'es sûr, ça peut marcher? Oui, oui, vas-y, essaye. Bon, ok, je mets la cagnotte en place, je balance ça sur Internet, je partage sur les réseaux sociaux, j'étais encore sur Facebook à l'époque. Là, il y a quelques personnes qui adhèrent au projet et qui m'envoient un don pour emmener leur prière jusque Saint-Jacques. Et puis, comme j'étais aussi un peu connu en tant que magicien, j'avais fait une émission sur TF1 et j'avais été interviewé par une journaliste de la Nouvelle Gazette en Belgique, ce qui est un gros journal. Euh, et elle a vu apparemment ma publication et donc elle m'a appelé. Elle me dit, écoute, j'ai vu que tu as le projet de partir sur Saint-Jacques. Est-ce que je peux faire un article sur toi? Et alors, je me souviendrai toujours parce que j'étais en plus avec mon sac à dos en train de m'entraîner à marcher dans les forêts chez moi, là où j'habitais en Belgique. Et je lui dis, ben ouais, bah oui, pourquoi pas. Et donc, elle a réalisé un article d'une page complète qui est passé dans la Gazette. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs personnes encore qui m'ont fait des dons pour pouvoir partir sur le chemin de Compostelle. Alors, il n'y avait pas grand-chose au départ, enfin pas grand-chose. Il y avait 600 et quelques euros, je sais plus trop. C'est déjà pas mal. Mais pour partir marcher 1700 kilomètres, près de 2 mois et demi, 3 mois, je savais pas combien de temps ça allait prendre. C'est clair, c'est pas suffisant. Mais je me dis, mais tant pis, j'y vais. Il faut que j'y aille. Je fais confiance en la Providence, on verra. Et du coup, bon, j'ai quand même encore vendu deux ou trois petites choses avant de partir. Bref, je crois que je suis parti avec 1 200 euros, quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu cette idée, encore, ou cette idée m'est venue de je ne sais où, de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Le Renard Vagabond. Il faut savoir que Propageons l'amour avait été créé avant. Je reviendrai peut-être là-dessus après. Donc j'ai créé Le Renard Vagabond dans l'idée de filmer mon chemin, de filmer ce que je vois, ce que je ressens, peut-être interviewer des gens. Je ne savais pas encore comment ça allait se passer. Mais l'idée, c'était que les gens qui m'ont confié leurs rêves, leurs souhaits, leurs prières puissent suivre l'évolution
de tout ça jusque Santiago. Donc l'idée, c'était de filmer tous les jours et de publier tous les jours. Euh, Ce que j'ai fait, donc je suis parti le 15 juin, donc ouverture des frontières le 15 juin, à 6 heures du matin, j'étais dans le train, Charleroi, direction Bruxelles, puis Paris, Lyon, Saint-Étienne, le Puy-en-Velay. Donc je suis arrivé à 17 heures au Puy-en-Velay. Grosse étape d'ailleurs du chemin de Compostelle, hein, c'est un gros départ. La voie du Puy-en-Velay, c'est le chemin le plus fréquenté en France. Et le 16 juin, je faisais mes premiers pas sur le chemin de Compostelle. Voilà en gros comment l'appel du chemin a eu lieu. La suite, il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. C'est peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont fait ce chemin de Compostelle. Alors quand on est dans la cathédrale du Puy-en-Velay, c'est une cathédrale qui est bâtie sur des anciennes roches volcaniques. On est en plein c'est en Auvergne, c'est la Haute-Loire. Voilà, c'est des terres très volcaniques. Et tu rentres par un côté de la cathédrale et à 7 heures du matin, il y a la bénédiction des pèlerins. Et puis, à un moment donné, dans la cathédrale, tu as t'as des grilles qui s'ouvrent du sol, comme ça. Et tu descends des escaliers et ça t'amène à sortir de la cathédrale et à entrer dans la ville. Et en fait, c'est vraiment comme une naissance. Déjà à ce moment-là, tu as les portes qui s'ouvrent et waouh, tu sors de la cathédrale comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Oh. Et là, déjà les premières larmes d'émotion qui ont commencé à couler parce que c'est tellement puissant, c'est tellement intense. Alors, ma famille est catholique, si tu veux, mais moi, je suis pas spécialement croyant catholique. Enfin, je suis croyant, mais voilà, j'ai une autre sorte de spiritualité, la terre, l'univers, etc. Je suis animiste, etc. Mais pas dans le sens catholique. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré ça, c'est un truc, ça a une puissance, waouh, hallucinante. Là, voilà, tu pars, enfin, tu sais pas où tu vas, si, tu vas à Santiago, mais tu sais pas ce qui va t'arriver. C'est parti. Et là, déjà, c'est le grand premier pas. C'est, c'est drôle parce que la dernière fois que je suis passé au Puy-en-Velay, il y a pas si longtemps que ça, j'ai dit bonjour maman. C'est comme si le Puy-en-Velay était devenu ma maman symbolique, la maman de ma nouvelle vie. Mm. En plus, il y a Donc cette voilà. Vierge quand même qu'on voit de très loin et qui est très très grande. Pour les gens qui connaissent pas le Puy-en-Velay, vous pouvez regarder sur Internet. C'est en plus la représentation Mhm. très présente de Marie qui est là. Et d'ailleurs, on peut même monter Oui, dans cette statue, aller jusqu'à son crâne pour voir toute la ville en dessous. Et, c'est un peu fou, ouais. toutes les symboliques qu'il peut y avoir dans cette ville. Oui. Ah ben oui, Marie qui en plus représente la mère, hein, notre mère à tous, Mm. la terre-mère aussi. Oui, bien sûr, ah oui. Le Puy-en-Velay, c'est une ville extraordinaire, c'est une ville magique. Il y a la cathédrale, il y a cette Vierge énorme, un peu comme la Statue de la Liberté, mais en mode Sainte Vierge. Et il y a aussi une église qui est sur un gros rocher comme ça, enfin, complètement, le truc complètement improbable. Waouh, cette ville, elle est juste magique. Et c'est le début du chemin de Compostelle. Enfin, la vraie tradition, tu pars de chez toi, tu fermes ta porte à clé et voilà. Mais on va dire que la tradition a un peu changé. Maintenant, le départ symbolique, c'est vraiment du Puy-en-Velay. Mm. Et donc voilà, mes premiers pas sur le chemin. Alors il m'est arrivé des tonnes d'aventures. Et là, je sais pas par où je vais commencer. Donc je vais te laisser un peu me poser des questions peut-être. En tout cas, ce que tu partages là, moi j'écoute avec beaucoup de bonheur parce que je trouve ça très beau et j'aime beaucoup ce projet là que tu avais aussi d'emmener les rêves au bout du monde, là, au bout de la terre. Je trouve ça très beau et j'ai à la fois j'ai des frissons quand tu expliques tout ça parce que je sens que ça vient vibrer aussi sur voilà en moi. Et je vois vraiment aussi cette ouverture là, donc tu partages là l'ouverture et où tu descends et ça fait vraiment comme si tu naissais. Et là, on est déjà aussi dans le passage. Il y a déjà, hop, et c'est le premier pas d'un nouveau chemin finalement où tu sais pas trop. Alors tu sais où tu vas, mais tu sais pas trop ce qui va se passer sur le chemin. Et nous, on a expérimenté un petit peu le chemin de Compostelle différemment. On est parti, on a fait le chemin au niveau du Portugal. On est parti du Portugal pour arriver jusqu'à Santiago. Ça s'est fait d'une manière toute différente. Mais en effet, on entendait tout le temps, il y a un avant et un après chemin. Et Mhm. on se disait, ah bon, c'est un chemin, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est l'avant et l'après? Et déjà, dans ce que tu partages là,
avec ce passage dans le Puy-en-Velay, là, on sent que, en effet, ça va amener vers quelque chose. Tu vois, j'ai un chemin, mon mouvement naturel fait comme ça avec mes mains parce que j'entends que c'est vraiment un chemin d'ouverture. Euh, C'est ça. donc voilà, donc finalement, bien sûr, il s'est passé sûrement plein de choses. Nous, on est parti 10 jours, il s'est déjà passé plein de choses. Donc j'imagine que toi, en 3 mois ou en 2 mois, enfin, il s'est passé plein de choses. Comment est-ce que tu t'as ressenti finalement cette mort sur le chemin pour pouvoir renaître? Comment? Alors j'imagine qu'il y a plein d'anecdotes, mais comment tu l'as ressenti en fait? Comment ça s'est passé pour toi? Mhm. Alors, ce qui est fou, c'est que juste avant de partir, j'avais cette sensation, cette intuition que j'allais mourir sur le chemin. Et je l'avais même dit à ma sœur. J'avais dit à ma sœur, je- j'ai j'ai l'intuition que je vais mourir sur ce chemin. Et j'aimerais que, si jamais je meurs sur le chemin, je pensais que j'allais mourir physiquement. Si jamais je meurs sur le chemin, j'aimerais que toi, tu reprennes les rêves et les souhaits des gens à l'endroit où je les ai laissés et que toi, tu continues le chemin voilà, pour terminer la mission. Euh, sur le chemin, c'est par la suite que je me suis rendu compte, ou c'est quand je suis revenu, que je me suis rendu compte que j'étais mort symboliquement. Évidemment, je suis pas mort physiquement, sinon on serait pas là pour en parler. Mais comment c'est venu? Alors, waouh, il y a eu tellement de choses, tellement de choses. En fait, le chemin de Compostelle, je pense que c'est la meilleure thérapie qu'on puisse faire. C'est une thérapie c'est un chemin qui est, sans qu'on s'en rende compte, rempli de rituels. Il y a une spiritualité énorme, spiritualité dans tous les sens du terme. Je ne parle pas que la spiritualité de Marie, de Jésus, mais une spiritualité dans les synchronicités, dans tout ce que tu rencontres, dans les gens que tu rencontres. Il y a des synchronicités qui sont juste incroyables. Il se passe des choses. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai été protégé sur ce chemin, euh, du début à la fin. Avant de partir sur ce chemin, j'étais pas du tout un randonneur. J'étais pas du tout le genre de mec à me faire même 10 kilomètres. Et sur le chemin, la moyenne, c'est 20, 25 kilomètres. Les plus petites étapes que j'ai faites, c'était peut-être 11, 12 kilomètres. Et les plus grosses, 35, 36, je sais pas trop. Mais voilà, la moyenne fait une vingtaine de kilomètres. Jamais je pensais pouvoir faire ça avant. Je m'étais un petit peu entraîné pour voir si je pouvais le faire. Et j'étais fier de voir que je pouvais faire 20 kilomètres. Mais de là à les faire une fois chez toi et de les faire tous les jours, de ne pas dormir dans ton lit, d'être tous les jours dans un gîte différent. Voilà. En plus, on était dans une période particulière. Entre deux confinements, le Covid, il y avait beaucoup de gîtes fermés. Ceci dit, il y avait beaucoup moins de pèlerins aussi. Bon, juste assez pour faire des belles rencontres et pas trop non plus pour être aussi seul avec soi-même. Donc, c'était parfait. J'ai l'impression d'avoir été protégé. Et je reviens sur ma mission d'emmener les rêves des gens au bout du monde. Euh, donc l'idée qui m'est venue comme ça, qui m'est venue de je ne sais où, euh, elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle aussi. Je t'ai parlé des vidéos, j'ai créé le Renard Vagabond, j'ai publié ça sur les réseaux sociaux tous les jours, et ça a pris de l'ampleur dans la communauté des pèlerins. Du coup, eux aussi ont partagé de leur côté, et de plus en plus, les gens m'ont fait des dons pour que je puisse continuer mon chemin. Et je n'ai manqué de rien, mais vraiment de rien. J'ai pu tous les jours dormir en gîte, euh, donc me nourrir, me loger. J'ai pu, à distance, payer mon loyer et mes factures. Tout ça grâce aux dons des gens. Simplement parce que je pense que je les ai touchés d'une manière ou d'une autre. J'emmenais leurs souhaits, leurs rêves, leurs prières jusque Santiago. Et par la suite, j'ai appris, je ne sais plus comment, mais j'étais sur le chemin quand j'ai appris ça, que les pèlerins au Moyen Âge faisaient déjà ça. Ils étaient payés par les nobles pour emmener leurs prières à Santiago. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, les pèlerins de l'époque, ils faisaient déjà ça. Je ne le savais pas et j'ai été amené à faire ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais pourquoi je suis venu ici en fait? Pourquoi je suis venu sur ce chemin? Alors à la base, j'avais essayé d'analyser cet appel. Je me suis dit, oui, j'ai peut-être besoin de rencontrer mon enfant intérieur, etc., etc. Enfin, on se trouve des raisons. Et puis, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas été appelé par le chemin
par Saint-Jacques ou par l'univers, ou j'en sais rien, pour être un ambassadeur du chemin. Puisque, à travers mes vidéos, j'ai été un peu un ambassadeur du chemin. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point, combien de personnes m'ont contacté pour me dire merci pour tes vidéos, grâce à toi, je suis parti sur le chemin. Maintenant, j'habite sur le chemin. Tous les jours, j'en vois des pèlerins. Maintenant, ça s'est un peu calmé, mais au début, tous les jours, il y avait des gens qui venaient me trouver, me remercier parce que c'était grâce à moi. Je retraduisais en grâce à mes vidéos, mais c'était grâce à mes vidéos qu'ils étaient partis sur le chemin. Donc, quelque part, j'ai l'impression parfois d'avoir été happé par le chemin pour devenir un ambassadeur. Et il m'a récompensé, bien sûr, avec cette mort, cette renaissance. Peut-être qu'on y viendra un peu plus tard dans l'interview, parce qu'il y a tellement d'étapes encore peut-être à, à évoquer avant d'arriver là. Euh, voilà, j'ai perdu le fil. Ouais. Mais non, mais enfin, moi, je bois tes paroles, je trouve ça passionnant. Est-ce que tu as senti à un moment donné sur le chemin comme un point de bascule? Où tu sentais que, hop, il y a quelque chose qui s'est modifié ou ça s'est fait au fur et à mesure? Comment ça a été? Alors, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Il faut savoir que sur le chemin, on pleure beaucoup. En tout cas, je vais parler en jeu. J'ai pleuré beaucoup. Et parfois, tu sais pourquoi tu pleures, parfois, tu sais pas pourquoi tu pleures. Parfois, tu marches, ça coule et ça coule, et tu comprends pas. Tu dis, mais pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis pas triste, je suis bien, je suis pas envahi par la nostalgie. Enfin, et ça coule, ça coule, ça coule. Je pense que c'est un nettoyage qui se fait. Plus tu avances et plus ça se nettoie. Sur le chemin aussi, j'ai été nettoyé dans tous les sens du terme. J'ai eu pendant des années la blessure de l'abandon, donc le masque de la dépendance affective. Je m'en suis rendu compte un peu avant de partir sur le chemin avec pas une psychanalyse, avec une thérapeute qui faisait de l'IFS et de la CNV, qui m'avait déjà beaucoup aidé. Et je crois que j'ai terminé le travail sur le chemin, parce que sur le chemin, on fait des rencontres. On est tout seul, bien sûr, et je conseille de le faire comme ça, mais on n'est jamais vraiment seul. C'est-à-dire que on va rencontrer des gens qui vont dans la même direction, et on va se revoir. Parfois, on va dormir dans les mêmes gîtes, ou on va se revoir le lendemain sur le même chemin, etc., etc. Je finissais par trop m'attacher aux gens. Tu marches pendant une semaine avec ces gens. Il faut savoir que sur le chemin, il n'y a pas de masque, justement. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de nationalité. On est tous logés à la même enseigne, on va tous vers la même direction, on a tous mal aux pieds, on pue tous. Voilà. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de classe sociale non plus. Donc, tu peux faire des rencontres avec des plus jeunes, des plus vieux, avec des étrangers, peu importe. On est tous pareils et ça crée des liens qui sont vraiment très forts, très puissants. Puisque comme on n'a pas de masque, comme on n'est pas chez nous, on s'ouvre beaucoup plus. Et donc, du coup, ça crée, quand on s'ouvre, tu vois, quand les cœurs s'ouvrent, les liens, ils se connectent avec une intensité très forte. Et au bout d'un moment, ben, on sait qu'on va se séparer. Au bout d'un moment, au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, ben, les personnes arrêtent leur chemin. Voilà, ils sont partis pendant juste une semaine, donc ils arrêtent leur chemin. Ou il y a des personnes qui décident de marcher plus de kilomètres et toi, tu sais que tu peux pas suivre, donc ben, tu vas les perdre. Et là, j'ai beaucoup souffert, je peux utiliser ce mot, j'ai beaucoup souffert de ces séparations. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à ma blessure d'abandon, par rapport à ma dépendance. Donc, j'ai pu petit à petit me soigner de ça. C'est quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc quand même à la moitié du chemin, j'avais déjà fait 800 bornes, que je me suis dit, bon, là, stop. Maintenant, je ne peux plus souffrir des rencontres, mais au contraire, m'enrichir de celles-ci. Mais en souffrir, non. Où est le sens? Ok, je rencontre des gens, ok, on se sépare, ok, j'ai pris tout ce qui était de beau, j'ai pu offrir, proposer tout ce qui avait de beau en moi. Voilà, c'est un échange. Mais pourquoi en souffrir? Et à partir de ce moment-là, j'ai changé vraiment ma vision des choses. Et donc, je souffrais beaucoup moins des rencontres. Alors, il faut dire que parfois, quand je savais que c'était le moment des au revoir, je filais à l'anglaise. J'évitais les au revoir quand même. Ça m'est arrivé parce que voilà, ça continue quand même à piquer un peu. Euh, Encore une fois, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. En fait,
c'est magnifique parce qu'on perçoit justement dans ce que tu partages, je trouve qu'on perçoit un peu les deux côtés de la pièce, justement, un peu dans ce monde aussi dans lequel on est là, dans ce monde de dualité, où parfois on peut avoir tendance, et quand on porte des blessures, on peut avoir tendance à plonger dans ces blessures parce que, bah voilà, pour plein de raisons qui appartiennent à chacun. Nous, on l'a aussi vécu un peu sur le chemin. Là, ce que tu partages, c'est que justement, ça t'a permis aussi de voir l'autre côté finalement et de dire, bah voilà, ça m'apporte beaucoup. Et c'est aussi un passage finalement, on se croise et pour autant, quand on est ensemble, il y a quelque chose de merveilleux qui peut se créer et qui est toujours quand même en lien. Et de ce que tu partages depuis le début, moi je le ressens beaucoup, qui est en lien avec le cœur, justement, Oui. avec cette ouverture de cœur qui est là. Voilà, c'est pas une question à proprement parler, mais, mais j'ai envie de... Voilà, je rebondissais vraiment sur ça parce que j'ai l'impression que j'entends que le chemin t'a appelé, ou en tout cas que tu as entendu l'appel, parce qu'il y a aussi ça. Parfois, le chemin peut appeler, puis on n'entend pas spécifiquement l'appel, mais ça passe beaucoup, j'ai l'impression, par le cœur chez toi. Oui, oui, mais c'est un chemin de cœur, clairement. Mhm. L'ouverture des portes à la cathédrale, l'ouverture des portes à la cathédrale, c'est aussi cette ouverture du cœur, quelque part. On peut le voir, on peut créer toutes les métaphores qu'on veut, mais c'est vrai que ce chemin, c'est un chemin de cœur, c'est un chemin de transformation, c'est un chemin initiatique. Je me souviens de la question, c'était le passage, enfin, cette mort symbolique, est-ce que c'est venu d'un coup ou progressivement? Donc, la réponse est, je pense que c'est venu vraiment progressivement. Euh, à force de travailler sur soi, à force de travailler sur ses blessures, à force de faire des belles rencontres, à force de vivre la magie du chemin, les synchronicités, etc. Euh, je vais m'avancer un peu dans le chemin. Et le chemin, c'est aussi, il y a des rituels sur le chemin. Par exemple, normalement, dans la tradition, tu dois emmener une pierre de chez toi qui est aussi lourde que tes péchés. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, bah, je n'ai pas de problème avec mes péchés, moi, tout va bien, j'assume. Mais ceci dit, quand je suis arrivé dans la Meseta, alors la Meseta, c'est ce qu'on appelle un peu le désert espagnol. C'est 200-250 kilomètres plus ou moins de ligne droite. C'est plat, plus ou moins, plus ou moins. Il fait très très chaud, etc. Enfin, c'est une étape que beaucoup de gens craignent euh, et que beaucoup de gens d'ailleurs passent en bus ou en train. Grave erreur, grave erreur. Bref. Euh, Au début de la Meseta, j'ai trouvé une pierre qui m'a appelé. Et je me suis dit, tiens, voilà, dans cette pierre, je ne mets pas mes péchés, parce que j'ai pas de problème avec ça, mais par contre, j'ai envie d'y mettre mes démons. Euh, Mes démons, c'est-à-dire mes colères, voilà, des parties noires de moi que j'avais envie vraiment de me libérer définitivement. Et donc, l'idée d'un rituel, hein, c'est de matérialiser une intention. Donc, je matérialise mon intention dans cette pierre. Et j'emporte cette pierre avec moi. Et normalement, cette pierre, tu dois la déposer à la croix de fer qui se trouve de là où je l'ai trouvée à, je sais pas, peut-être 300 kilomètres ou un peu plus, je ne sais plus trop. La croix de fer, c'est avant Saint-Jacques, bien sûr, hein, c'est juste avant d'entrer en Galice, je crois. Je sais plus trop où c'est déjà en Galice. Je me souviens plus. Peut-être que certaines personnes pourraient nous répondre dans les commentaires parce que je sais plus exactement. Mais je sais que voilà, à partir du moment où j'ai pris cette pierre, il y avait encore beaucoup de kilomètres à faire avant de la déposer. Donc l'idée, c'est les gens prennent une pierre de chez eux, qui sont aussi lourdes que leur péché, et puis ils se libèrent de ça à la croix de fer. Donc la croix de fer, c'est un immense tas de pierres, du coup, où des milliers de pèlerins ont déposé leurs pierres avec un grand piquet de bois et au-dessus une petite croix en fer. Voilà, donc ça c'est le lieu, un lieu très très puissant, très spirituel et très symbolique. Et au moment, enfin 2 jours avant d'arriver à cette fameuse croix de fer, le chemin, la nature, la terre, je sais pas, m'a fait quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, je sais pas, je me prenais dans les pieds comme des racines ou des pierres qui parfois existaient, mais qui parfois n'existaient pas. Mais sans arrêt. Mais ça en devenait mais très frustrant et très énervant et ça faisait mal puisque
à force d'avoir les orteils qui tapent dans le fond de ta chaussure. Donc, en marchant tout le temps comme ça, sans arrêt, je me prenais des choses comme si j'allais tomber. Tu vois, comme si, tu sais, quand tu te prends un caillou ou une bordure ou n'importe quoi. Et je comprenais pas parce que parfois il y avait rien, il y avait rien, et ça m'énervait, ça a fait monter une colère en moi, mais immense. Heureusement, j'étais seul, je traversais les forêts et je hurlais, j'en ai marre. Et il y a vraiment tout qui montait. Et ça, 2 jours avant d'arriver à la Croix de Fer. Donc la veille et le jour même. Et puis le jour où j'arrive à la Croix de Fer, où je vais déposer, je mets tous mes démons, toutes mes colères là dans cette pierre. Et au moment où je dépose cette pierre, mais alors là, une libération incroyable, un truc de dingue. Je crois que je t'ai dit, hein, je vous ai dit, on pleure beaucoup sur le chemin. Mais là, je crois que c'est le moment où j'ai le plus pleuré. Ça s'arrêtait pas de couler. Comme une vraie libération, comme un nettoyage. C'était puissant. Déjà, quand tu arrives sur le lieu, tu ressens les énergies, tu vois ces milliers de pierres, tu dis waouh, toutes ces pierres que ces gens ont déposées, toutes ces intentions qui ont été déposées. Alors, il n'y a pas que des pierres, parfois il y a des photos de personnes décédées, il y a des petites croix, enfin, il y a plein de choses et plein d'objets symboliques que les gens vont libérer là-bas. Euh, c'est une puissance incroyable. Et juste après ça, donc, bah, je me suis posé un peu là, 1 heure, hein, le temps de lâcher tout ce que j'avais à lâcher, le temps aussi de reprendre mes esprits. Et puis je suis parti de là. Je ne me suis plus jamais rien pris dans les pieds. C'était terminé. Et mes colères, ces colères-là, en tout cas, ces démons-là, ne sont plus jamais réapparus dans ma vie. Ça a été un rituel qui est très, très libérateur. Encore une fois, on peut avoir un lien avec le passage. Bien sûr. On peut faire un lien avec le chamanisme. Le rituel du bâton de deuil, c'est exactement ça. J'ai animé une retraite chamanique dernièrement, euh, où l'idée, c'était tout au long de la retraite, on allait construire un bâton de deuil et j'invitais les participantes à déposer, à décorer ce bâton de deuil en y mettant euh, tout ce, tout ce dont elles voulaient se libérer. Et alors, ce qui est drôle, c'est que voilà, donc la retraite a duré 4 jours. Donc pendant les 4 jours, il y a eu d'autres choses, hein, bien sûr, mais pendant les 4 jours, quand elles avaient du temps libre, elles faisaient leur bâton de deuil. Elles y mettaient vraiment tout ce qu'elles avaient envie de libérer. Et puis après, on faisait une marche de quelques kilomètres pour aller se retrouver sur une roue de médecine que j'ai fabriquée sur une colline sacrée pas loin d'ici, et pour aller planter vers l'esprit du Nord euh, ces bâtons de deuil et se libérer de tout ça. Il a fait plus ou moins bon tout le long de la retraite. Et le dernier jour, c'était la pluie, mais une pluie torrentielle. On était tous trempés. Ça a mis une ambiance un peu glauque, un peu triste, tu vois. Et c'est quand on est arrivé à la roue de médecine que j'ai compris que c'était exactement ce qui m'était arrivé à la Croix de Fer. La vie a fait en sorte, l'univers a fait en sorte de nous mettre dans une atmosphère un peu glauque pour faire réveiller en elle, je dis en elle parce qu'il n'y avait que des femmes, pour faire réveiller en elle justement tout ce dont elle voulait libérer. Et une fois qu'on est arrivé à la roue de médecine, qu'on a commencé notre cérémonie, il a arrêté de pleuvoir. Une fois que les bâtons de deuil ont été plantés, les nuages se sont dégagés, on a eu du soleil. Euh, voilà, la magie de la vie, la magie des synchronicités. Je ne sais plus vous demander. Et, c'est ça, mais c'est vraiment... on se posait, nous, cette question-là, et tu y réponds par ton exemple là aussi, et puis par ce que tu partages. Quand on était sur le chemin, nous, on s'est posé la question de se dire, mais finalement, est-ce que on a besoin de souffrir pour transcender, en fait, ou pour se libérer? Et ça a été une vraie question qu'on s'est posée pendant le chemin. Alors, souffrance, tout est relatif, mais dire souffrance mal aux pieds, fatigue, sac à dos qui quand même peut être lourd, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et on se posait la question de se dire, est-ce que c'est un passage finalement nécessaire pour pouvoir accueillir pleinement le temps de libération. On a une réponse plus ou moins, hein, parce qu'il n'y a pas de réponse à proprement parler, mais en tout cas, je trouve que c'est joli ce que tu partages, de dire, voilà, l'univers a créé, ou en tout cas s'est créé autour un environnement un peu plus lourd, mais qui était finalement comme le chemin. C'est une initiation pour permettre ensuite d'atteindre quelque chose
Alors bien sûr, l'illumination, c'est un grand mot, mais, mais en tout cas d'atteindre plus de lumière, plus de clarté aussi. Mhm. C'est quelque chose que toi, tu as pu percevoir, ça aussi, ressentir. Oui, oui, clairement. Clairement, c'est... On parle souvent dans la communauté des pèlerins de la magie du chemin. Mm. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi un chemin de randonnée, bien sûr. La voie du Puy-en-Velay, c'est le GR 65. Donc un GR, c'est un chemin de grande randonnée. Des GR, il y en a partout, 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 en France, en Europe, enfin partout dans le monde. Et j'ai rencontré pas mal de randonneurs qui ont l'habitude de faire des GR, hein, le GR 20, etc. Enfin, voilà, des vrais randonneurs qui font ça pour le côté sportif, tu vois. Et qui ils me disent, hein, pratiquement tous, que sur le GR 65, c'est complètement différent. C'est pas juste un chemin de randonnée. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de magique. Il y a des millions de pèlerins qui sont passés là et qui ont laissé une empreinte énergétique. Des millions de pèlerins qui sont passés là avec une intention, je ne sais pas, de guérison ou de trouver la foi ou j'en sais rien. Chacun a sa propre intention, mais il y a un truc sur ce chemin qui est particulier, qui vraiment devient magique. Et d'ailleurs, si tu n'es pas humble sur ce chemin, euh, tu te fais ramasser. Mais vraiment. Alors je dis pas ça en mode, moi j'ai été très humble, donc j'ai pu aller jusqu'au bout. Alors c'est vrai, j'ai pu aller jusqu'au bout et j'ai jamais eu, enfin j'ai eu quelques petites ampoules, mais rien de grave, ça m'a jamais fait mal. Ah si, il y a eu un jour. Mais justement, je vais peut-être, si j'y pense, t'en parler après. Mais j'ai pas eu de tendinite. J'ai rencontré pas mal de gens qui ont dû arrêter parce qu'ils avaient des tendinites, parce qu'ils avaient des ampoules abominables. Et des gens parfois qui avaient une condition physique de sportif, quoi. Alors que moi, à côté, le gars pas du tout sportif, tout se passe bien. Pourquoi? Donc j'ai l'impression d'avoir été protégé déjà, et peut-être que j'avais une certaine humilité, que j'ai rencontré des gens qui ont dû arrêter, eux, ils n'étaient pas humbles. Je vais pas expliquer ces anecdotes, voilà, mais voilà, ils ont vraiment manqué d'humilité. Il y a eu un jour où justement, là, j'ai vraiment souffert. C'était en Espagne, au début de l'Espagne. J'arrivais plus à marcher. J'avais mal, mal, mal aux pieds, mais quelque chose de fou. Alors parfois, il faut savoir que tu as des petits panneaux en bois qui t'indiquent que ton étape, ton village arrive dans 2,5 km, par exemple. Là, j'avais déjà presque 1000 kilomètres dans les pattes. Quand tu 1000 kilomètres dans les pattes, tu sais ce que ça représente 2 kilomètres. Et là, tu te rends compte que les 2 kilomètres qui t'ont annoncé, ça en fait au moins 6 ou 7. Tu vois? Donc, j'en pouvais plus, mais j'étais en pleurs, mais en pleurs de souffrance, là. Et pendant que j'étais en pleurs, là, je me remettais en question. Où est-ce que j'ai pas été humble? Qu'est-ce qui a fait que je suis obligé de souffrir, là? On disait, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour... voilà. Eh bien, je pense que si tu manques d'humilité, la vie te le rend d'une façon ou d'une autre, par la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit euh, émotionnelle. Si- Et l'humilité, c'est quoi? C'est une question d'ouverture de cœur, bien sûr, et c'est de se rendre compte que qu'on est tout petit sur ce chemin, qu'on est tout petit sur cette vie, sur cette planète, dans cet univers qui est immense. Euh, c'est un peu ça. Et si tu manques d'humilité, et peut-être que j'avais manqué, moi, d'humilité, justement, les jours auparavant. Il y a des moments hein, comme ça où, ben voilà, il y a l'ego qui reprend le dessus et peut-être que tu es trop dans le jeu, dans le moi, dans le regarder ce que j'ai fait. Et puis, paf! Et là, tu te fais ramasser. Du coup, le lendemain, j'ai pas pu faire mon étape à pied. J'ai dû la faire en taxi. Alors après, culpabilité d'avoir fait une étape en taxi. Ah, j'ai triché. Tu vois. Comment je vais accepter ça? Mais en fait, c'est 2, 3 jours après que j'ai compris que le chemin de Compostelle, c'est comme le chemin de vie. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des moments plats où on s'emmerde, comme la Meseta par exemple. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des beaux paysages, il y a des paysages un peu moins beaux, il y a des moments où on rencontre des gens, où il y a des moments où on s'ennuie, il y a des gens où il y a beaucoup d'émotions. Enfin bref, le chemin, c'est comme le chemin de vie en condensé. Et là, cette histoire qui m'est arrivée, où j'ai dû prendre un taxi, m'a fait prendre conscience que eh bien oui, par moment, il faut accepter de pouvoir se faire aider. Par moment, là aussi, c'est encore une fois mettre son ego de côté finalement.
puisque oh, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui dit ça? Cette part de toi qui dit j'y suis pas arrivé, j'ai dû me faire aider, oh là là, et tu sais, Oui. et l'hypnose mentale qu'on se fait, et blablabla, et blablabla, et je suis pas capable, et blablabla. Mhm. Tous ces trucs qui ne nous servent à rien finalement. Mhm. Euh, ben, j'ai compris qu'en fait, non, ça fait partie du chemin. Dans la vie, parfois, il faut accepter de se faire aider par quelqu'un d'autre. Parfois, il faut accepter d'être bloqué. Parfois, il faut accepter que, OK, peut-être j'ai manqué d'humilité. OK, peut-être que ben, je souffre. Et peut-être que je dois me faire aider pour pouvoir avancer ou me reposer et avancer et attendre un peu avant d'avancer. Euh, Encore une fois, j'ai perdu le Mm. fil. Le fil se poursuit en fait, mais c'est ça, c'est le fil de la vie, c'est le fil. Oui. Et j'aime bien justement qu'on puisse faire ce parallèle entre le chemin et puis la vie, parce que c'est exactement ça qui se passe sur le chemin. Parfois on dit le chemin de Compostelle, c'est un chemin de dépouillement. On l'entend comme ça et nous on s'est posé cette question-là aussi parce que quand on est arrivé sur le chemin, on commençait à avancer et alors on se rendait compte qu'on était parti avec un peu d'argent, un peu de liquide. Et en fait, on se rendait compte que sur le chemin, on perdait des sous. C'est-à-dire qu'on perdait de l'argent voilà, physiquement. Et On a Mhm. semé on sur notre semait chemin. sur le chemin. Et à un moment donné, on s'est dit, mais alors c'est ça le dépouillement. On était très dans le premier degré aussi du terme de dépouillement. Et en fait, nous, on a fait le choix qu'on ne souhaitait pas se dépouiller de cette manière-là, enfin que ça ne voulait pas, ça ne rentrait pas en compte. Donc voilà, on s'est beaucoup remis en question aussi. Et à partir de ce moment-là où il y a la prise de conscience, ça n'est plus jamais arrivé. Mhm. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est le dépouillement dans le sens, en tout cas, je le perçois aussi comme ça, de retrouver son authenticité, son humilité, sa présence à soi, son ouverture au cœur. Et je trouve que ça, le chemin de Compostelle le permet très très bien, le facilite même parce que ça nous met plein de choses en face si on accepte de les regarder. Et du coup, c'est comment est-ce que finalement on transpose ça ensuite dans la vie? Et comment est-ce qu'on s'aperçoit que ce chemin initiatique que l'on vit, donc nous, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller faire ce chemin, pas forcément d'aller faire 1200 km, mais en tout cas une partie déjà un petit peu, parce que c'est vrai que ça amène beaucoup de choses Mm. et que ça amène beaucoup de choses dans la vie après de tous les jours. C'est Euh, vraiment posé dans la conscience aussi finalement, parce que j'imagine que les personnes qui peuvent le faire un peu plus d'une manière sportive, tu vois, mais il y a quand même cette invitation en effet à cette compréhension. Je crois que ça fait 11 siècles que cette tradition est née. 11 siècles. Donc en effet, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont passées sur ce chemin avec une intention qui était propre à chacun. En tout cas, avec quelque chose de l'ordre de la transformation ou de transcender, de changer quelque chose ou de lâcher quelque chose, de libérer. Donc il y a quand même un égrégore qui est très puissant sur ce chemin. Et en effet, c'est une invitation, c'est bien plus que finalement un simple pèlerinage extérieur, c'est vraiment quelque chose de très intérieur, où chaque pierre, chaque silence, enfin, tout ce qui est parcouru dans ce chemin, chaque détour, parce que parfois ben, on perd un peu son chemin ou pour telle ou telle raison on fait un petit détour, eh bien tout ça, ça résonne avec nos propres passages intérieurs. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se met en syntonisation avec ce qui se passe à l'extérieur, ce qui fait que on peut s'en rendre plus facilement compte que dans notre vie quotidienne où on a tout notre quotidien à gérer. Là, finalement, comme tu le disais au départ, on est simplement un être parmi d'autres êtres. Plus personne est postier ou je ne sais quoi. Tout le monde est juste un pèlerin. On devient un pèlerin. C'est notre identité propre pour chacun. Et, et de, et ça permet beaucoup, en fait. C'est ce qui permet justement toutes ces prises de conscience qui sont si faciles, entre guillemets. Ça, il y a de l'inconfort, je dis pas l'inverse, mais c'est juste que par rapport au temps où ce que ça aurait pris dans notre quotidien, dans notre vie là, de tous les jours, on gagne un temps incroyable parce que ben, finalement, on a toute la journée pour accueillir les synchronicités, pour s'offrir complètement aux rencontres sans se dire, ah mince, il faut que je rentre après, parce que non, en fait, il y a juste le chemin à vivre. Et C'est ça, ça. c'est une expérience qui est vraiment unique. Et à part son sac à dos, finalement,
qu'on porte, eh bien, ce qu'on va alléger surtout au fil des pas, ça va être pleinement nos croyances, ça va être nos masques, nos vieux schémas, tout ça, Mm. ça va pouvoir ressortir et il n'y a plus de rôle à tenir en fait sur ce chemin. Et ça, c'est juste un cadeau incroyable. Et nous, on le vit vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour parce que c'est la naissance de Les Anneaux, ce chemin-là Mm. de Compostelle. C'était une vraie envie depuis fort longtemps à chacune, avant même qu'on se connaisse. Voilà, moi, c'était même un projet dans les tuyaux familial parce que avec ma famille, on avait envie de faire un morceau tous ensemble, etc. Et puis moi, j'ai eu un gros problème de santé. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc, l'idée du Camino s'est envolée. Et puis, au bout de 9 mois d'hospitalisation, de réadaptation, de rééducation, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes, sauf que l'idée, c'était de dire que vous ne pouvez plus rien porter et vous ne pouvez pas marcher très longtemps. Mm. Donc, l'idée du Camino, c'était loin. Et alors là, ça a été magique. Donc, quelques années après ce diagnostic, il y a eu le Camino qui s'est présenté à nous tout simplement, une émission sur, je sais plus, sur France 3. On a regardé un reportage en fait sur le Camino. Et on s'est dit, ah, on a toujours rêvé de faire le Camino. Mm. Ok. Anso, elle a pris notre agenda, elle a regardé, elle a dit, ben là, on a une dizaine de jours. Là, mais là, c'est dans 3 semaines, quoi, ou un truc comme ça, c'est dans pas longtemps. Et on a dit, bah allez, on y va. C'est parti. On savait pas comment, où, je savais pas comment j'allais faire, donc il a fallu trouver des petites aides techniques, il a fallu, voilà, il y a eu tout un suivi par rapport à ça. Et puis l'univers est quand même extrêmement bien fait, parce que le chemin nous a appelés, mais il nous a guidés, c'est-à-dire qu'on connaissait même pas le fait, enfin on savait pas qu'il y avait d'autres chemins que le Camino principal, la voie Mm. principale, on savait pas, Camino Frances. Et en fait, on a juste regardé les avions, on a regardé comment on pouvait faire pour s'approcher en fait de Compostelle. Et écoute, on a eu une proposition de tarifs incroyables pour aller à Porto. Et en rigolant, je lui dis, bah, si ça se trouve, vient le Camino portugais. Mm. Eh ben oui, et il passe à Porto. Et voilà, et puis moi j'ai des origines portugaises, et donc je devais partir avec ma famille d'origine portugaise pour faire Ah ce ouais. Camino. Et on s'est dit comme une évidence, bon ben, on y va. On ne sait pas comment on rentre. Ben, on a trouvé, ça a été horrible, mais bon, ça c'est notre histoire. On a dû rentrer en bus depuis Madrid, Ah un oui. calvaire. À ne pas faire. Ne pas faire. On a C'est fait ça. Madrid-Lyon en bus. Ouf, Excellent. oui. Merveilleux, ça Non, mais c'est une autre c'est... étape. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un appel comme ça et tout s'est mis en place. Alors même que j'étais censée ne pas pouvoir marcher, de faire des étapes, de faire de la Mm. randonnée. Et on s'est dit, mais on a senti qu'on était porté en fait. Et on a été complètement porté. Il y a eu, voilà, on a dû adapter des petites choses, il a fallu que j'ai des bâtons de marche spécifiques, etc. Mais on a pu tout faire et sans trop de douleur en effet. Et, euh, et oui, tout était transcendé, les rencontres, les lieux, tout a été complètement porté par l'univers. Et Mm. c'est vrai que, voilà, Et avec des compréhensions, tu vois, on t'en parle avec des compréhensions qu'on fait encore maintenant. Tu vois, on l'a fait ça en 2000, je sais plus, 19, bon, 18. Bon, voilà, en tout cas, voilà. Et il y a encore des choses qu'on capte maintenant. On repense, on dit, ah, mais c'est ça qui s'est passé. Des Mm. activations, des initiations, des passages qu'on avait juste accueillis en se disant, ah, c'est fort, Ouais, sans, ouais. mais sans C'est ça. chercher, sans analyser, sans décortiquer le tout. Et aujourd'hui encore, tu vois, on a des choses qui arrivent et on se dit, waouh, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, C'est tu comprends. multidimensionnel. Mm. Oui, c'est tellement ça, ouais. Ce chemin, vous avez été protégés toutes les deux sur le chemin. J'ai bien aimé ta petite anecdote du dépouillement. Vous aviez perdu de l'argent. C'est ça, on dit souvent, le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Donc, il se pèle de toutes ses peaux, un peu comme les peaux d'oignon, tu vois. T'enlèves une peau, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et c'est vrai que normalement, quand tu arrives à Santiago, et puis après tu continues, tu vas jusqu'à Fistera. Et à Fistera, depuis très longtemps, il y a une tradition où tu enlèves tes vêtements et tu les brûles pour repartir avec une nouvelle peau. Alors, je déconseille à tout le monde de le faire. D'ailleurs, on dit tous, ne le faites pas, s'il vous plaît. Les gens de Fistera, ils en ont marre, ça pollue, c'est dégueulasse, ça laisse des crasses partout. Donc, il faut arrêter de faire ça. Mais je vais te reparler de mon expérience. Je l'ai fait sans m'en rendre compte. J'ai changé de peau
à Fisterra. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon chemin, que je suis arrivé à Fisterra, j'ai eu une envie folle d'aller acheter un jeans. Il y avait des petites boutiques là. J'ai acheté un jeans, j'ai acheté un nouveau t-shirt. Juste ça, je crois. Mais je les ai pas mises tout de suite, puisque après Fisterra, j'ai continué jusqu'à Muxia. Et arrivé à Muxia, là c'était ma dernière étape. J'ai décidé que je ne marchais plus. Arrivé à Muxia, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé au gîte, j'ai été prendre une douche et j'ai enlevé ma peau de pèlerin pour mettre ma nouvelle peau. Mais je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. C'est seulement par la suite que je me suis dit, eh, mais en fait, je l'ai fait, ce truc, d'enlever sa peau pour en mettre une nouvelle, mais sans m'en rendre compte. Je ne l'ai pas fait volontairement. Ça s'est fait tout seul. C'est ça, c'est l'idée du dépouillement pour enlever sa peau et repartir avec une nouvelle. On est encore sur le passage. Et pour répondre à une de tes questions, une de vos questions là, de tout à l'heure, est-ce que je l'ai senti petit à petit ou d'un coup? Alors oui, ça s'est fait petit à petit, mais là où je l'ai fortement senti, que j'étais mort pour mieux renaître, c'est au retour. Quand je suis rentré chez moi, après 2 mois et 3 semaines d'aventure intense, moi j'ai repris l'avion par contre. J'ai repris l'avion de Porto, donc un bus de Muxia à Santiago, et puis un bus de Santiago à Porto, et puis l'avion jusque Charleroi et pour rentrer chez moi. À ne pas faire non plus, c'est trop rapide. Tu fais en quelques heures ce que tu as fait pendant 3 mois, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Retour en arrière, pouf, retour au point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais mais complètement perdu. Là, ça a été la grosse déprime totale. Le retour du chemin, on n'en parle pas assez. Ça peut être violent. Euh, Il y a aussi une chose qu'on dit sur le chemin, c'est qu'on n'en revient jamais indemne. Et en effet, tu n'en reviens pas indemne. Euh, Tu en reviens avec une nouvelle peau. Mais moi, en tant que mort, symboliquement, j'avais l'impression d'être un fantôme dans mon ancienne vie. J'adorais mon ancienne vie, pourtant. J'aimais beaucoup mon métier. J'adore ma famille, j'adore mes amis, ça n'a pas changé. Mais quand j'étais dans mon ancienne maison là-bas, j'avais l'impression d'être un fantôme, j'avais l'impression de ne plus être à ma place, j'avais l'impression de ne plus être dans ma réalité. Quand j'allais même chez ma famille, et je le disais à ma sœur, j'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression de... Je suis pas vivant là. Il faut que je retourne sur le chemin. Et j'avais de nouveau cet appel. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça a duré plusieurs mois comme ça. De nouveau, en plus, il y avait des confinements encore. De nouveau, je pouvais pas travailler. Donc, de nouveau, j'étais bloqué chez moi, imaginez comme un fantôme, à pas pouvoir bouger, avec juste en tête cette idée de, il faut que je retourne sur le chemin, il faut que je retourne sur le chemin. J'étais tellement mieux là-bas. Et puis, est arrivée une autre idée, un autre appel. Des gîtes et des gens. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Des gîtes et des gens. Parce que j'avais vraiment envie de retourner sur le chemin, mais d'une façon différente. Je ne pouvais pas refaire J'emmène vos rêves au bout du monde 2. Mm. Ça n'aurait aucun sens. J'avais plus envie de demander de l'argent aux gens. Enfin, c'était des dons, hein, c'était volontaire, hein. Personne n'était obligé de les faire, ces dons. Mais j'avais pas envie de recommencer dans le même truc. Enfin, non, ça sonnait pas. Et j'entends ça, des gîtes et des gens. Et là, ça me vient comme des images. Mais oui, et si je réalisais des documentaires à la rencontre des hébergeants sur le chemin de Compostelle, mais sur la partie française, la partie espagnole, c'est pas du tout le même accueil, c'est génial aussi, mais c'est pas la même chose. Mais la partie française, là, il y a des belles rencontres chez les hébergeants. La plupart des hébergeants qui sont là, ils ont fait le chemin, ils ont eu un changement de vie aussi. Eux aussi sont passés de l'autre côté, ils ont tout quitté pour venir sur le chemin de Compostelle et accueillir des pèlerins, etc. Enfin bref, on entend des histoires qui sont magnifiques. Il y a plein de rencontres, des couples qui se sont créés comme ça, etc. Et je me dis, OK, pourquoi ne pas aller faire une petite série de documentaires, des gîtes et des gens, et aller à la rencontre des gîtes, mais surtout de l'humain. Ça fait un peu de publicité pour leur business, tant qu'à faire, parce que bon, le chemin de Compostelle, c'est quand même un business, il ne faut pas se leurrer. Euh, mais c'est un business, la plupart du temps, bienveillant, quand même. Euh, Ça fait un petit peu de pub pour leur gîte, mais surtout, je vais à leur rencontre, d'âme à âme. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui les a amenés là. Moi, ce chemin, il m'a transformé, mais j'ai pas encore tout à fait compris. Et peut-être qu'en allant rencontrer l'autre, encore, je vais peut-être comprendre ce qui m'est arrivé.
Et du coup, j'en parle à nouveau à mon ami. Elle me dit, mais c'est génial, vas-y, fonce. Et alors, là, j'ai contacté le Miam Miam Dodo. Alors, Miam Miam Dodo, c'est un catalogue, c'est un guide sur le chemin de Compostelle, c'est la Bible, c'est la référence qui répertorie tous les gîtes, tous les commerces que tu peux trouver sur le chemin. Tu as à chaque fois une petite carte qui te montre ton étape, qui te montre le chemin, etc. Enfin, c'est super bien fait. Bref, je les contacte et je leur propose le projet parce qu'il me fallait des sponsors pour pouvoir faire ça. Ok, super, on est partant. On t'envoie un peu de thunes, on s'occupe de la communication, tu fais ton projet et nous, on balance ça à tous nos gîtes. Il faut savoir qu'il y a plus de 800 gîtes en tout hein, sur le chemin de Compostelle en France, enfin sur le GR65 et en comptant les petites variantes. Et puis je contacte aussi d'autres sponsors, Caminologue, qui c'est une toute petite chaîne de magasins de matériel de randonnée sur le chemin de Compostelle. Je leur propose, je les avais rencontrés l'année d'avant en faisant mon chemin. Il me dit, oh, Yann, c'est une super idée, ok, on te suit. Et aussi la boutique du pèlerin Saint-Jean-Pied-de-Port, pareil, c'est une super idée, on te suit. OK. Et il y avait une petite participation financière des gîtes aussi, mais qui représentait mais rien du tout. Mais ça me permettait, moi, de pouvoir le faire. Voilà, il y a 80, 85 gîtes inscrits au projet. Waouh! Super, je vais pouvoir repartir sur le chemin, mais d'une façon différente. J'ai vendu ma bagnole, j'ai acheté un camion que j'ai aménagé. Donc là, je partais pas à pied parce que je voulais vraiment faire un truc un peu plus professionnel pour eux. L'idée, c'était pas forcément de remarcher, mais de retourner sur le chemin. Donc, j'ai acheté un camion, je l'ai aménagé, j'ai acheté mon petit PC et tout ça, enfin, pour pouvoir faire tous mes documentaires comme J'emmène vos rêves au bout du monde, mais version des gîtes et des gens, où tous les jours je filmais un gîte et tous les jours je faisais mon montage et je publiais. Donc c'était un travail quand même énorme. Et donc me voilà parti de nouveau à la fin d'un confinement. Alors, il y a eu au début beaucoup de gîtes qui ont annulé mon passage parce qu'il y avait encore beaucoup de restrictions Covid à l'époque et donc ils n'avaient pas ouvert, tout simplement. Ils attendaient que les restrictions s'annulent pour pouvoir ouvrir. Et c'est ça, c'est là où où il y a vraiment eu un passage et où j'ai compris euh, pourquoi je devais y retourner. On va y arriver. C'est que me voilà de retour sur le chemin. Ah, enfin, je respire. Et il y a eu un épisode euh, à Conques. Je réfléchis en même temps parce que je veux pas non plus faire de mauvaise publicité pour quoi que ce soit, mais où, comment je vais expliquer ça? Il s'est passé quelque chose. euh, J'essaye de réfléchir pour vous expliquer ça de façon à ne pas euh, mettre des gens pas bien par rapport à ça. Bref, il s'est passé quelque chose, tout simplement, à Conques. Je vais pas expliquer plus. Où là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas là. Là, je comprends pas. Ça m'a vraiment mis en colère. En gros, j'ai été insulté de coquillard, de pèlerin professionnel. C'est-à-dire quelqu'un, un faux pèlerin, qui profite du chemin pour gagner de l'argent. Waouh! Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me met ça, tu vois? Et donc, je dis à la personne, donc vous voulez dire que tous les giteurs que j'ai été voir là juste avant vous sont eux aussi des coquillards alors? Sont aussi des profiteurs du chemin parce qu'ils gagnent leur vie grâce au chemin. Et vous aussi, en fait, vous aussi, vous gagnez votre vie grâce au chemin. Alors que vous êtes censé, vous, au contraire, offrir l'hospitalité. Non, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ah bah tiens. Enfin bref, ça m'a mis dans des émotions, mais vraiment pas cool. Donc je sors de cet endroit euh, et je me trouve. Il y a l'abbatiale à Conques, hein, donc tu sais, c'est comme une grosse église, hein. Mhm. Et sur le côté, il y a un petit endroit avec de l'herbe, une croix, un banc. Ok, c'est le seul endroit. Conques, c'est une ville qui est très très touristique. Mhm. Et là, habituellement, il y a plein de gens, mais là, il y avait personne. Donc c'est le seul endroit où je peux me poser et vider les émotions. Et je pleure, et je suis en colère. Et je parle dans ma tête à Jack. Alors c'est Jacques, c'est Saint-Jacques, Mhm. mais je l'ai appelé Jack. On est devenus potes depuis, donc c'est devenu Jack. Et je lui dis, mais tu vois, Jack, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Et il me dit, ne t'en fais pas, c'est des imposteurs, c'est ce que j'entends. Ok, d'accord. Mais et puis, tu vois, en plus, ils en ont rien à foutre de toi ici. Il n'y a même pas une statue de Saint-Jacques dans cette abbatiale. Et juste au moment où je dis ça, alors moi, je suis à l'arrière de l'abbatiale, donc si tu veux, dans ce petit coin d'herbe. À l'arrière, il y a une petite porte en bois et un escalier. D'accord? Et moi, je vois ça. Juste au moment où je dis ça, mon regard est attiré vers cette porte en bois. Et ça a l'air d'être un truc privé, tu sais, comme une petite remise derrière. Donc, je me dis, ben, je ne vais pas y aller, ça a l'air privé. Mais ça m'attire. Il y a un truc, ça m'attire, comme un aimant, tu vois. Et puis, je vois la porte qui s'ouvre, un prêtre qui sort, tout en blanc, qui descend les escaliers, et qui s'en va, qui laisse la porte ouverte. Oh, il faut que j'aille voir, vraiment. Je reprends mon petit sac. J'arrive au pied des escaliers. Alors là, déjà, je vois un panneau écrit Escalier Saint-Jacques. Je- Oh, ok. Je monte les escaliers, je passe la porte. En fait, ça donne pas dans un truc privé, ça donne à dans l'abbatiale, mais dans un petit coin à l'arrière. Et juste là, je passe la porte et là, à ma droite, une statue de Saint-Jacques. Waouh, ok. Qui fait 1 mètre en bois, qui a sa main comme ça, genre, viens, je te prends, viens, je te fais un câlin. Oh, je m'assieds juste en face et évidemment, ça pleure encore. Et je lui parle. Je parle à Saint-Jacques. Qui m'a répondu? Saint-Jacques, l'univers, mon moi supérieur, j'en sais rien, mon intuition. Je sais pas, mais je reçois les réponses. Je parle à Saint-Jacques. Je lui dis, mais pourquoi je suis revenu? Qu'est-ce que je dois faire? Et je reçois, continue, tu comprendras. Parce que j'étais prêt à tout lâcher. J'étais prêt à tout abandonner. À annuler ça, à rentrer chez moi et puis basta. Ok, continue, tu comprendras. D'accord. La nuit porte conseil. Le lendemain matin, je fais quand même le montage. Je m'étais dit, je vais pas leur faire leur montage à eux. Je l'ai quand même fait. J'ai respecté mon contrat. Je l'ai balancé sur YouTube. Et puis, j'ai continué mon chemin. Et puis, c'est quand je suis arrivé dans ce village ici, à Las Cabanes. Là, il y a eu quelque chose d'assez particulier. Ce sont encore des circonstances qui m'ont amené à rester une journée supplémentaire dans ce village. Et là, à 2 pas du cabinet, là, à 2 pas d'où je vous parle, il y a un petit endroit qui s'appelle la Petite Pause. Et c'est Francine et Bernard qui accueillent des pèlerins et qui ils vendent de la bière, des boissons, des sandwichs, enfin de la nourriture, etc. Et je vais boire mon café là-bas. Et puis il y a Aude qui est installée là avec sa tante et ses 2 enfants qui jouent sur la place, un peu plus loin, qui se lève, je la connais pas, hein, qui se lève et qui vient me trouver, qui me dit, euh, mais plutôt que de rester là tout seul à ta table, tu veux pas venir manger avec nous? On se connaît pas, mais ok, d'accord. Et voilà, maintenant on est ensemble depuis 4 ans. On s'est plus lâché. Euh, j'ai compris là pourquoi j'étais revenu sur le chemin. Euh, c'est comme si toute cette aventure m'avait permis de mourir pour mieux renaître, mais je devais revenir ici pour recommencer. Et alors, ce qui est fou, c'est que je t'ai parlé des dates tout à l'heure. Le 15 juin, c'est le jour de l'ouverture des frontières, le jour où je suis arrivé au Puy-en-Velay. Et le 16 juin, c'est le jour où j'ai mis mes premiers pas sur le chemin. Et la rencontre avec Aude, c'est le 16 juin, 365 jours plus tard, pile poil à 1 an. Mon chemin, en gros, a duré 365 jours. C'est là que ma nouvelle vie a démarré, cette rencontre avec Aude. Waouh! Et donc, du coup, bah, j'ai continué quand même mes émissions jusque Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je revenais assez souvent pour la voir. Et puis, jusqu'au moment où c'était trop loin pour faire des allers-retours. Et puis, je suis revenu pendant un mois ici avec elle. Et puis, je suis remonté en Belgique. Et là, cette fois, j'avais dit à ma sœur, je vais pas mourir sur le chemin, mais je sais que je pars. Je sais pas quand je reviens, mais ce que je sais, c'est quand je reviendrai, ce sera pour vider ma maison, la rendre à son propriétaire, parce que je sais que quelque chose m'attend sur le chemin. Je savais pas ce quelque chose, si c'était quelqu'un, si c'était un gîte ou quoi que ce soit. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, je suis revenu, j'ai passé un mois ici avec elle, et puis je suis remonté en Belgique. J'ai vidé ma maison, je l'ai rendue à son propriétaire, et je suis arrivé ici. Et puis de là est partie cette fameuse renaissance où, en tant que magicien ventriloque, j'avais déjà étudié l'hypnose, etc. Enfin, j'avais commencé à m'y intéresser, en tout cas.
Puis après, ici, les synchronicités ont fait que je suis tombé sur une école d'hypnose, donc j'ai fait mes formations, praticien, maître praticien, puis d'autres, etc. Bref, le cabinet, le temps d'un rêve est né. Propageons l'amour a pris une autre tournure. Au départ, c'était juste des contes de sagesse, etc. Et maintenant, c'est devenu bah, la plupart de l'hypnose. Euh, et voilà, donc pour répondre à ta question, du coup, oui, ça s'est fait petit à petit. Le changement, la mort, s'est faite petit à petit. Je suis pas mort d'un coup. C'est pas comme si, tu sais, tu t'es pris d'une crise cardiaque. Non. Euh, mais par contre, j'en ai pris conscience violemment au retour. Mm. Quand je suis rentré chez moi, là, j'ai senti que j'étais mort. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être un fantôme. Mm. C'était une expérience de toute une vie. C'est magnifique, merci beaucoup de nous partager tout ça parce que mais à la fois c'est passionnant de t'écouter et c'est tellement beau, c'est très beau. C'est vrai que sur ce chemin, finalement, il y a que quand on vit le chemin et qu'on est pleinement connecté à ce qui se passe, on est juste dans la vérité du moment. Et c'est quelque chose qu'on touche pas dans notre quotidien où c'est pas facile, du coup, c'est moins évident. Et là, c'est offert. C'est un des grands cadeaux de ce chemin, c'est d'être en lien avec la vérité, avec l'instant présent, avec la fatigue aussi, la beauté, l'émerveillement. Et les actes de foi, Mm. finalement, tu parles de ça aussi, de tu sais pas, tu entends et tu y vas. Oui, Et ça amène là où tu dois être et finalement ça amène à voilà à l'ouverture, à quelque chose en tout cas d'un pleine reliance avec le cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Alors tout ça aujourd'hui tu le transposes dans tes séances, dans tes soins, sur cette chaîne Propageons l'amour, il y a un peu de tout ça, j'imagine, dans ce que oui, tu bien sûr. utilises Bah, aujourd'hui. on est sur le passage. C'est ça. Et ce qu'on fait, je dis on parce que vous faites aussi des séances d'hypnose, de méditation, etc. C'est qu'on permet aussi aux gens de passer d'une émotion à une autre. Mm. Le passage, c'est un peu, c'est vrai, le fil rouge finalement de notre interview. Euh, Ça nous permet vraiment de la transformation. Tout est une question de passage finalement. Tout est cyclique. Si on voit la roue de médecine en plus, enfin, dans la philosophie amérindienne, enfin, et pas que, mais dans beaucoup de philosophies dans le monde, tout est cyclique, tout est passage. On passe d'une saison à une autre, d'une période de la journée à une autre, d'un état d'esprit à un autre. Euh, Tout est passage, passage, passage tout le temps. Et, hum, et oui, ce chemin de Compostelle le montre bien. Et ce chemin de Compostelle, comme je le disais, tu vois, c'est un peu comme la vie en condensé. Et c'est un endroit où, en effet, tu le disais tout à l'heure, on a le temps de voir toutes ces synchronicités, de voir la magie du chemin, etc. On a le temps. Mais je pense que c'est vrai, cette magie-là est liée aussi dans notre vie de tous les jours, mais on a moins le temps d'y prêter attention. Même si j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit truc en plus sur le chemin, je sais pas pourquoi. Tu sais, je te disais que je me sentais protégé. Tu peux aussi te sentir protégé comme ça dans la vie. Mais je me suis senti protégé sur le chemin. La montée des Pyrénées, étape Mm. très difficile, 1400 mètres de dénivelé positif, 800 mètres de dénivelé négatif, 27 kilomètres plus ou moins en tout, quelque chose comme ça. Waouh, ça m'a perturbé pendant tout mon chemin. Est-ce que je vais y arriver? Hypnose mentale, tu vois encore. Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas capable, etc., etc. Euh, c'est l'étape la plus belle du chemin au niveau des paysages. Et elle est magnifique. Sauf que moi, quand je l'ai faite, il y avait un brouillard comme pas possible. Un brouillard où tu voyais pas à 2 mètres. Mais vraiment, je n'ai rien vu de cette étape. Mais rien vu. Mais par contre, j'ai été protégé parce que la veille, il faisait 41 degrés. Et quand je l'ai monté, il faisait 13 degrés. Si je l'avais monté à 41 degrés, bah là, je serais peut-être pas mort juste symboliquement. Je crois que j'ai été protégé. Il faisait froid, tu vois. J'ai pas vu les beaux paysages. Mais pareil, c'est un peu comme dans la vie quand tu es dans le brouillard. Le brouillard, au bout d'un moment, il s'estompe et puis tu vois autre chose. Tu as peut-être loupé quelque chose pendant que tu étais dans le brouillard, mais c'est pas grave. Tu peux y revenir par la suite. D'ailleurs, quand j'ai fait après des JT des gens, j'ai été filmé dans un gîte qui était là-haut dans les Pyrénées, donc je l'ai refait, mais en van, et j'ai vu les paysages. Donc voilà, ce que je n'ai pas vu alors que j'étais dans le brouillard, j'ai pu le revoir par la suite.
aussi, dans la Meseta, alors cette Meseta, je t'en ai parlé, je vous en ai parlé, euh, ce désert espagnol que beaucoup de personnes fuient parce que parce que c'est 250 km de ligne droite, de chaleur. Il fait très très chaud. Les gens disent, fais attention, il y a pas d'eau. Tu dois au moins avoir 4 litres d'eau sur toi. Il n'y a pas de point d'eau. Parfois, tu as des étapes de 17 km sans point d'eau, sans ombre, etc., etc. Tu entends ça depuis tout le truc. Moi, d'après mes calculs, ok, je vais traverser la Meseta en plein mois d'août. En plein mois d'août, mais t'es fou. Mais non, mais fais pas ça. Eh ben, dans la Meseta, c'est le seul endroit où j'ai pas lâché mon pull. Il faisait froid. En fait, un jour avant moi et un jour après moi, tu vois, enfin, quand j'ai traversé la Meseta, il y avait un nuage au-dessus qui m'a suivi, qui m'a donné de l'ombre. 2 jours avant moi, il crevait de chaud, 2 jours après moi, il crevait de chaud. Mais tout le long où j'ai traversé la Meseta, j'ai vraiment été protégé par un nuage qui m'a empêché d'avoir chaud. J'avais mon pull, j'avais un petit pull, tu sais, un truc en mérinos à longue manche. En France, je ne l'ai pas mis, ou quasi pas. Et là, il m'a pas quitté dans la Meseta. J'ai vraiment eu cette sensation d'être protégé. Peut-être que si 2 jours avant, 2 jours après, s'il n'y avait pas eu ce nuage, en effet, peut-être que je serais mort autre que symboliquement. Ça arrive. Il y a parfois des gens qui meurent sur le chemin, hein. Ça, c'est. Et c'est très beau ce que tu dis parce que c'est aussi cette notion de voir les cadeaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans le quotidien. Nous, on s'entraîne beaucoup à ça, à goûter l'émerveillement, voir les cadeaux dans notre vie au quotidien. Et c'est ce qui amène la joie et la paix intérieure d'ailleurs, hein. Finalement, c'est simplement ça. C'est d'amener tout ça dans son quotidien. Et cette importance de voir le cadeau derrière, derrière les retards, derrière le contournement qu'on doit faire. Et plutôt que de se focaliser sur un mince, j'ai pas pu partir à tel moment, se dire il y a certainement un cadeau. Si Mhm. c'est comme ça, c'est que le timing, c'est Oui. certainement parfait. Et nous, c'est vraiment un entraînement, mais c'est tout le temps ce qu'on est en train de se dire. Ce qui fait que même si on prend du retard pour une raison ou pour une autre, toujours on se dit, OK, donc il y a une très bonne raison à ça. Il y a Mhm. quelque chose qui fait que, voilà, il y a notre conscience supérieure, l'univers, on le voit comme on veut. En tout cas, il y a cette protection qui se met et ça a du sens. Il faut juste accueillir ce qui se passe et ça permet de goûter, en effet, ce cadeau précieux qui est la vie, tout simplement. C'est ça, sur le chemin, c'est ça aussi. C'est laisser l'ancien, faire peau neuve, mais c'est finalement faire place au vivant, tout simplement, accueillir le vivant qui est là Mhm. et qui nous traverse à chaque instant et qu'on oublie juste de reconnaître et d'accueillir avec joie et bonheur, avec gratitude à chaque instant parce que on est pris par tout ce qu'on doit faire de notre vie Mhm. au quotidien. Alors C'est que ça. cette vie qui nous traverse, c'est incroyable. C'est Mhm. juste incroyable quand on pense qu'on Ouais, est des ouais. tout petits êtres sur une toute petite planète, dans une immense galaxie, et que, enfin voilà, c'est juste exceptionnel. Et j'ai envie de dire, on est tous des êtres inestimables, et ça, c'est vraiment à garder dans le cœur à chaque instant de reconnaître Mhm. ça. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi. C'est vrai que, et comme je le dis souvent aussi aux personnes que j'accompagne, euh, on est, on est dans l'infini, d'accord? C'est vrai que c'est infini devant, c'est infini derrière, c'est infini au-dessus, c'est infini en dessous, c'est infini partout, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Donc du coup, où est-ce qu'on peut se situer? On ne peut être, notre flamme là, tu sais, cette âme, elle ne peut être qu'au centre de l'infini, où que tu sois. Si c'est infini par là, par là, par là, dans tous les sens, dans le grand, dans le petit, cette petite flamme qui te fait vivre, elle ne peut être que le centre, où que tu sois. Que tu sois ici sur cette petite planète, que tu sois sur la planète Mars, que tu sois dans une autre galaxie, tu seras toujours au centre de cet infini. Moi, je suis au centre. Vous deux, vous êtes au centre aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où que tu sois, tu seras toujours au centre. Ça veut dire que où que tu sois, tu seras à ta juste place. Et on parlait des synchronicités, on parlait des raisons, on parlait de la gratitude. Oui, sur ce chemin, euh, la gratitude, waouh, mais tu le ressens énormément parce que tu te dépouilles aussi de tout le superflu. C'est-à-dire, tu as besoin de quoi quand tu es sur le chemin? D'alléger ton sac, déjà, parce que tout le poids que tu portes sur les épaules, les au cas où, hein, les peurs.
Je prends ma tente au cas où je trouve pas de logement, 3 kilos de plus. Mm. Au bout de 5 jours, je l'ai laissé, ma tente. Je l'ai abandonnée avec un petit mot, prenez-la, c'est pour vous si vous en avez besoin. Waouh! Je me suis libéré d'une peur. Quel poids que je me suis libéré des épaules. On se dépouille dans ce sens-là. On a besoin de quoi? D'un toit, même si c'est un abri de bus hein, ou une chapelle. On a besoin d'un peu de nourriture, on a besoin d'un peu d'eau, parfois d'un peu d'ombre. Voilà. Et tout ça, si tu es sincère et que tu le demandes, si ta demande est sincère, tu le reçois, comme dans la vie. Ce dont tu as vraiment besoin. Euh, Quand elle est arrosée de sincérité, eh bien, ça pousse. Tu vois ce que je veux dire? Ça pousse devant toi, comme des fleurs. Tout ce dont tu as besoin, arrosé de sincérité, ça pousse. Tout ça pour te dire que je résonne tout à fait avec ce que tu dis. Et la gratitude, c'est ça. La gratitude, le nombre de fois où j'ai remercié le chemin, la vie, de me faire vivre ça. Et c'est vrai que cette gratitude, autant on a le temps de la vivre sur le chemin, autant on ne se rend pas compte, mais on doit absolument cultiver ça aussi dans notre vie de tous les jours. Se rendre compte que chaque petite chose est tellement, c'est un don, juste le fait de respirer. Juste le fait d'être là, d'avoir une nouvelle journée qui s'ouvre à nous, mais quel don! C'est cultiver la gratitude, ça ouvre le cœur, ça te permet de te libérer de plein de choses, ça te rend bien en fait. Et c'est finalement ce qu'on vient chercher. C'est aussi, enfin, on se rend compte que dans tout ce qui est là, ce chemin aussi, là j'ai parlé du chemin de l'éveil de conscience, le chemin de retour à soi, le chemin de tout ça, c'est ce que finalement on vient tous chercher, d'être bien, d'être Oui. et parfois on peut avoir tendance à aller chercher des grandes choses. Or, c'est dans les toutes petites choses de la vie aussi que se trouve, tu disais, l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Mhm. Et du coup, c'est important d'aller poser ce regard-là dans tout ce qui est. On a toujours un petit exemple, nous, très récent. On habite dans un appartement, on a un balcon, et sur notre balcon, et pousser une toute petite fleur au milieu du carrelage. Donc, quelque chose qui peut paraître comme ça un peu, voilà, on n'a rien planté a priori, et cette fleur, mais tous les jours, on la regarde en disant waouh, quoi, mais c'est tellement beau, juste ça, c'est tellement beau. Mhm. Et en fait, de mettre ça, on le dit, on a le sourire qui arrive, il y a le cœur qui s'ouvre, Mhm. et d'un seul coup, bah, le balcon, finalement, devient plus beau et ce qui entoure devient plus beau et la maison devient plus belle. Et voilà, et c'est parce qu'on a regardé Mhm. le tout petit qui était là et juste pas dire, ah, une mauvaise herbe. Non, Mhm. Oui, c'est ça. enfin, Ouais. c'est vraiment d'oser regarder. Et c'est un entraînement aussi. C'est un entraînement, finalement, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, qui parfois peuvent dire, ouais, mais moi, dans ma vie, je trouve rien de beau, ou tout est dur, ou tout est de dire, en fait, tout est là, quand même. Mhm. C'est Oui. d'oser poser son regard sur ça. Et c'est vrai que le chemin de Compostelle, ça permet ça aussi. Euh, Ouais, c'est une D'ouvrir le vraie regard. vision, une vraie façon de voir le monde. Et Ouais. finalement, si on devait parler de l'éveil de conscience, eh bien c'est ça, cette réalisation, c'est quand on est en mesure de voir l'immensité et l'exceptionnel dans des toutes petites choses du quotidien. Mhm. Là, on y touche vraiment. Voilà, c'est quand on n'a plus besoin d'aller spécifiquement C'est ça. voilà, faire un stage, je ne sais où, dans le monde, dans un endroit très connecté, et que là, oui, pendant une semaine, on touche le divin et qu'on a de cesse de vouloir retrouver ce moment-là, cette extase-là. Bien, en fait, l'idée, c'est que l'éveil, eh bien, c'est ça, c'est cette réalisation de voir ce divin partout Partout. dans Mhm. tout ce qui est autour de Ouais. nous, dans tous ces Ouais. petits cadeaux, dans tous ces détours, dans tous ces moments où on prend du retard pour plein de raisons, et se dire, OK, Mhm. c'est parfait comme ça. J'ai Mhm. foi, j'ai complètement foi. J'ai foi en moi et j'ai foi en l'univers. Du coup, Ouais. c'est la même chose, avoir foi en soi, en l'univers, c'est exactement la même chose. Se dire que c'est l'univers qui a préparé, tu vois, ou comme tu disais, le chemin qui a appelé. Oui, et en même temps, c'est moi qui ai créé, et en même temps, c'est l'univers, et Mhm. c'est le chemin, et c'est cette conscience que finalement, tout est parfaitement uni dans un espace, et que juste, au moins le Mhm. temps de cette vie-là sur Terre, eh bien, on s'amuse à s'individualiser ou à s'individuer
et à penser qu'on est des petites gouttes qui sont distinctes les uns des autres, alors qu'en fait, on vient tous du même Mm. océan. Et voilà, et en fait, on porte même tout cet océan, chacun en nous. Ouais, exactement. Donc, on est juste là pour expérimenter et arriver finalement à voir cette immensité dans notre petite goutte, là, comme ça. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, je trouve, moi, dans cette vie. Quelle chance! Quelle chance. On C'est pourrait... accueillir, Ouais, accueillir ce qui est, c'est tout ça. ce qui est. Tous les passages. Oui, En un mot, en Et en deux deux mots mots, aussi. des oui, passages. oui, les passages. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'accueil. On pourrait encore parler, voilà, moi j'aurais envie que tu nous racontes encore et encore ce chemin, ce camino là, c'est parce que ça vient toucher des parts en moi qui, bah, voilà, où ça vibre beaucoup, ça vient, ça me donne envie de repartir moi sur le chemin. Euh, Vas-y, allez-y, allez-y. Vraiment, justement. En accueillant les nouvelles craintes qui sont là, parce que Mm. finalement, quand on a fait, quand on est parti de ça il y a 7 ans, 6 ans, euh, en fait, on avait presque pas de peur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, on part, c'est dans 10 jours, on réserve tout, on y va. Ça s'est fait vraiment dans un coup de cœur. Et puis là, je me rends compte aussi que quand on en reparle, et des fois on dit, ah ben on aimerait bien repartir sur le Camino. Hop, il y a des nouvelles petites peurs qui se greffent, des nouvelles Mm. trucs qui disent, mais attends, mais c'était il y a 6 ans, est-ce que tu vas y arriver maintenant? Est-ce que tu vas retrouver les mêmes choses? Est-ce que tu vas... Ouais, Et en fait, c'est aussi de dire, mais écoute juste l'élan de ton cœur, en fait. Et je le dis là, mais aussi pour les c'est personnes ça. qui nous écoutent, écoute juste et puis laisse faire, laisse vivre. Mm. Il n'y Écoute a ton pas de... cœur, ton mental, il t'hypnotise. Avec toutes ces peurs, avec toutes ces histoires que tu te racontes, avec toutes ces histoires que qu'on t'a racontées et que tu as crues. Ton mental, il t'hypnotise comme ça. Oh, mais attention, peut-être que, peut-être. Non, l'écoute pas, lui. Laisse-le dire. Ne va pas contre, surtout. Dis-lui, oui, t'as raison. Mais écoute vraiment ton cœur, tu vois. Écoute vraiment ton cœur. Lui, il sait. C'est ça. Et si l'appel est là, si l'appel est là pour vous deux, retournez-y, allez-y, allez-y. Ça ne peut être que magique. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Ça ne me sert pas hein, en cabinet, mais je leur dis, la meilleure thérapie, c'est le chemin de Compostelle. Mm. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. C'est ça, et à la fois tu dis ça ne me sert pas en cabinet, mais en même temps, et c'est ce qui transparaît dans ce moment d'échange aussi, c'est que bah, en cabinet ou sur ta chaîne YouTube, enfin sur Propageons l'amour, en tout cas l'autre on la connaît moins, mais en tout cas c'est ça aussi, c'est toi. Je veux dire, c'est toi avec tout ce chemin, avec toute cette transformation. Mhm. En fait, tu montres par l'expérience, par le fruit de l'expérience et par comment ça t'a transformé. En fait, c'est même pas tu montres que ça t'a transformé, c'est que tu es, tu l'incarnes. Et on le perçoit vraiment. Et ça, c'est vraiment très, très beau. En même temps que je te dis ça, Sophie peut le constater, j'ai les poils qui sont tout dressés. Voilà, c'est mon antenne. Mais voilà, c'est très beau. Et en effet, propageons l'amour. Mais oui, parce que tu l'incarnes vraiment. Tu, tu le vibres. Et je suis vraiment très touchée que tu aies accueilli notre invitation pour ce moment de partage. euh, parce que parce que au-delà du chemin de Compostelle, au-delà du passage, au-delà, tu transmets aussi ce message qui est important, qui est celui d'écouter son cœur, justement, Mhm. d'écouter cette voix qui est là et de la suivre, de suivre la voie. On est un peu dans Mhm. suivre le chemin aussi. Voilà, et ça, c'est vraiment très beau. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour ça. Mais merci aussi à vous deux de m'avoir invité à votre émission. Euh, Ça fait vraiment plaisir aussi. C'était une première, enfin une première. Comme je vous ai dit, c'est pas la première fois que je m'affiche sur les réseaux sociaux, mais c'est la première fois en tout cas que j'accepte une interview parce qu'avant, j'avais décidé de rester un peu dans l'ombre. J'ai refusé même des émissions de télévision qui voulaient m'accueillir en tant qu'hypno, mais j'avais pas spécialement envie de ça. Mais là, je sais pas, j'avais envie de partager ça. Insufflons l'amour en plus. Waouh, insufflons l'amour. Ben oui, propageons l'amour. On est dans la même vibe, dans les mêmes vibes. Euh, donc et puis
Voilà, je suis ce que je suis. Je suis un être humain avec des qualités, avec des défauts, avec ses démons encore. Hein, j'ai pas, tout n'est pas. Enfin, les démons que j'ai déposés à la croix de fer, ils y sont restés, mais il y en a d'autres. Et, et je compte pas me libérer de tous non plus, parce que aussi ils m'apportent des choses, bien sûr. Et j'essaye d'être juste un humain, en fait, et de vivre la gratitude, d'accueillir ce qui est. Mhm. Donc Avec beaucoup merci. d'humilité. Beaucoup J'entends de- beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on est heureuse du coup de savoir que 2025, et depuis cette interview, il y aura cette envie de montrer un peu plus la bouillette. Et ça, c'est vraiment chouette. On est vraiment contents. Peut-être. Alors, je sais pas comment. Peut-être sur YouTube. Je suis plus sur les autres réseaux sociaux, donc ça sera forcément par YouTube. Voilà. Après, je sais. Forcément, là, je suis en train de créer aussi une formation d'hypnose voyage onirique. Donc là, il y aura ma bouille, hein, puisque forcément, je suis filmé. Mais bon, ça sera pas sur les réseaux sociaux. Mais il y aura peut-être, voilà, je sais pas. En fait, je me laisse porter par l'univers. Disons que je suis plus fermé à je veux rester dans l'ombre. Voilà, j'avais peut-être besoin de ce moment de je n'ai plus besoin de me montrer en fait. Je me suis beaucoup montré sur ma chaîne Le Renard Vagabond quand j'ai fait mon chemin de Compostelle. Je me suis mis à nu et tout s'est fait de façon naturelle. Je n'ai rien programmé. À jamais, aucun moment, je me suis dit tiens, je vais me filmer en train de pleurer, même quand je le faisais. À aucun moment, mais ça s'est fait de façon naturelle, de façon, je sentais, je sais pas, que c'était juste, qu'il fallait que je le fasse parce que j'avais pas envie de montrer le chemin de Compostelle comme beaucoup le font, c'est-à-dire on montre que ce qui est tout beau, tout rose et c'est génial. Non, il y a aussi des moments qui sont difficiles, euh, que ce soit au niveau du chemin ou que ce soit dans ce que ça remue à l'intérieur de soi. Et ces vidéos, j'ai rien contrôlé en fait. Ça s'est fait de façon naturelle. Je n'ai rien programmé du tout. Je ne savais pas comment j'allais tourner ça. À aucun moment, je vous assure, avant de partir de chez moi, je me suis dit, quand je pleurerai sur le chemin, je vais me filmer. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est de se livrer en train de pleurer sur le chemin. C'est difficile. Mais j'ai pas eu le choix. Ça s'est fait comme ça. Je sais pas, c'est comme si j'avais été guidé, comme si. C'est pour ça que je pense avoir été un ambassadeur du chemin. J'ai montré le chemin, alors tel qu'il est vraiment, selon moi, bien sûr, tel que je l'ai perçu vraiment, avec tout ce qui est beau, tout ce qui est moins beau, tout ce que ça remue. Euh, voilà, tout ce que enfin, je sentais qu'il fallait montrer, ça s'est fait de façon très naturelle. Et peut-être que bah, après tout ça, j'avais cette envie de maintenant, ok, stop. Euh, Propageons l'amour, c'est pas ça. C'est pas un type qui se met en vidéo. J'ai pas fait le renard vagabond dans le but, je me montre, pas du tout. Mais ça s'est fait quand même. Et j'avais pas envie de ça dans Propageons l'amour. J'avais envie de rester un peu dans l'ombre, juste proposer ce que j'avais à proposer. Et donc je m'étais vraiment fermé à l'idée de montrer mon image. Euh, mais maintenant, c'est passé. Pas que je veux me montrer, non, je m'en fous. Mais s'il faut passer par là pour aller toucher d'autres personnes, pour aller propager encore plus l'amour, s'il faut passer par bah, montrer ma tronche, bah ok, il n'y a pas de souci, je montre ma tronche. Après tout, c'est ma tronche. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va, je ne sais pas quels seront les projets par rapport à ça, euh, mais en tout cas, les portes sont ouvertes. En tout cas, les personnes qui nous écoutent pourront retrouver, te retrouver. On va mettre tous les liens en commentaire, enfin en description de la vidéo, ou comme ça ils pourront aussi, voilà, te retrouver, faire des belles méditations hypnose avec cette voix juste transportante. Et, euh, et puis voilà, on mettra tout. Ok.
Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a encore 10 milliards de choses qu'on a envie de partager. Et on voit que le Ouais, temps oui. court déjà. Euh, bon, on se retrouvera, on parlera. Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a tellement d'anecdotes sur ce chemin, et pas que sur ce chemin, puisque le nouveau chemin a amené plein de chemins, C'est ça. de passages, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait, pourquoi pas, se revoir et parler du passage dans d'autres circonstances en dehors du chemin, ouais. Ce sera un Avec plaisir. grand Mm. plaisir pour nous aussi. Et puis on vous dit bah, à très bientôt pour un prochain moment. Et voilà, bah, allez voir le chemin. Et on a Merci juste envie de beaucoup. dire buen camino. Ouais, Ouais, buen camino, ça buen on le dit camino. souvent, hein, ou bon chemin. Et je vous remercie aussi à toutes les deux d'insuffler l'amour. Merci, merci, merci. Plus on sera de fous, d'allumés, comme certains pourraient nous prendre, à propager l'amour, à insuffler l'amour, je sais pas, à ouvrir nos cœurs déjà. euh, eh bien, je vais pas dire plus le monde ira mieux. Ce serait je sais pas, un manque d'humilité ou une utopie. Mais en tout cas, on participera à notre façon à semer des graines. Vous savez, comme quand on souffle sur un pissenlit, euh, ces petites graines qui s'envolent. Et ben voilà, j'espère qu'on sera de plus en plus à essayer de semer des graines et des graines et des graines. Et plus il y en aura, plus il y aura des pissenlits, et plus il y aura des graines, et plus il y aura des... etc. Donc merci beaucoup, merci à vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci, merci infiniment. À très bientôt. À bientôt.